Une fois que vous avez démarré le logiciel Tracker, pour importer la vidéo, rien de plus simple, vous pouvez tout simplement la glisser et la déposer dans votre logiciel ou alors faire fichier, importer vidéo et aller chercher votre vidéo. Pour ma part, je vais juste la glisser. Et donc il va y avoir un petit chargement de traitement des images, on se retrouve juste après. Notre vidéo est désormais importée, donc là vous voyez un écran noir, c'est tout simplement parce que la séquence était légèrement décalée sur Adobe Premiere Pro. Donc je vais glisser ici le curseur pour vérifier que la vidéo est bien là, donc c'est bien le cas. On va donc procéder en plusieurs étapes. La première chose que vous devez faire quand vous importez votre vidéo pour directement poser les bases, c'est, je vous ai dit, calibrer le début et la fin de la vidéo. On a déjà fait un travail préliminaire sur le logiciel de traitement d'image. On va désormais le refaire ici. Donc je vais pointer le début de ma vidéo à partir de quand je vais pouvoir commencer l'acquisition de mes données. Donc ici, je me situe à la 62e image. Je vais glisser ce petit curseur qui va donc indiquer l'image de départ qui va servir à l'acquisition de données. Donc je le glisse et je l'amène jusqu'à l'image 62. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire la même chose pour la fin à partir du moment où l'effet se termine, si jamais par exemple la goutte coule au fond du récipient. Dans notre cas, on a vu que la vidéo coupait le mouvement, donc pour ma part ça ne sert à rien. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est pour réduire le nombre de points d'acquisition et éviter d'avoir une acquisition trop lente, trop importante et qui soit finalement trop longue par rapport aux toutes les mesures que vous devez faire, vous pouvez modifier le nombre d'incréments pour, par exemple, il va choisir par exemple ici j'ai un incrément de 1, cela signifie que pour une image, pour un incrément, je vais avoir une image. Donc je vais relever la position à toutes les images de la vidéo. Ici, on filme à une fréquence de 30 images par seconde, donc je vais avoir 30 points de position chaque seconde. Si jamais l'étude est un peu trop longue, vous pouvez modifier cette valeur. Par exemple, pour notre étude, on a utilisé 3 incréments, donc j'ai une position toutes les 3 images, ce qui me fait donc plus que 10 images par seconde, et cela suffit entièrement pour pouvoir réévaluer en fonction de ce que vous voulez montrer sans altérer la qualité de votre graphique par exemple. Désormais, nous allons procéder à la calibration de la vidéo. Donc cette étape, vous pouvez le faire soit dès le début, soit tout à la fin, peu importe. Pour relever la position de la goutte, il est important d'avoir un calibre sur la vidéo. Vous allez donc mentionner ici à travers une échelle connue, une mensuration. Ce que je vous conseille, c'est soit de connaître le diamètre de votre bécher ou alors d'avoir directement importé une échelle sur votre dispositif expérimental. Par exemple, sous le bécher, si celui-ci est transparent, vous pouvez mettre des petites graduations, par exemple tous les centimètres, et sur le logiciel, vous allez donc indiquer que 2 graduations sur cette vidéo font 2 cm dans la réalité. Pour notre part, nous n'avons pas forcément pensé dès le début à cette méthode. Néanmoins, on connaît le diamètre du bécher qui est de 6,4 cm. Je vais donc créer ici en appuyant sur le bouton créer et en allant dans outils de calibration, je vais créer un bâton de calibration. Le logiciel est plutôt bien fait, il vous indique régulièrement quelles commandes vous devez effectuer pour appliquer ce que vous voulez faire. En haut à gauche, vous voyez que vous devez cliquer sur la touche Shift plus cliquer avec la souris pour marquer. Donc je vais choisir les 2 extrémités de mon bâton de calibration, en l'occurrence le diamètre de mon bécher. Donc j'appuie sur Shift et je clique sur une extrémité, puis sur l'autre. Je réajuste mon bâton de calibration pour correspondre au niveau du diamètre de mon bécher. Ici je le prends par rapport à la surface qui se situe ici, on le voit au niveau de la coupe. Cette méthode n'est pas forcément très précise, donc je vous conseille vraiment de mettre une feuille avec une échelle en dessous ou tout autre moyen permettant de repérer l'échelle de manière un peu plus précise. Ici on va avoir une incertitude avec cette méthode de l'ordre du millimètre. Ensuite vous devez modifier, ici vous voyez la valeur de l'outil de calibration, donc il a mis 600 mètres, donc 800 mètres pardon, vous modifiez cette valeur. Dans notre cas c'est 6,4 10 puissance moins 2 mètres. Et donc voilà, notre vidéo est calibrée. Vous pouvez choisir de faire disparaître le bâton de calibration en cliquant ici en haut à gauche. En haut à gauche, avec cette petite flèche, vous allez avoir tous les objets que vous avez créés. Donc je clique sur mon bâton de calibration, je l'ouvre et je vais enlever, décocher la case visible pour que cela ne me gêne pas dans le repérage de mes points. Désormais,
Nous passons donc au vif du sujet, c'est-à-dire le repérage des points. Je vais donc créer ici en haut à gauche une masse ponctuelle que vous pouvez renommer. Donc ma masse est créée, vous avez tout de suite vu sur la droite un graphique qui s'est créé, pour l'instant on ne va pas s'en occuper. Donc une fois que vous avez créé votre masse, vous pouvez tout de suite commencer le marquage de la vidéo. Pour zoomer c'est simple, j'utilise la roulette de la souris. Ici donc je vois la goutte, je peux zoomer pour augmenter ma précision. Ce qu'il est possible de faire, c'est de soit calibrer par rapport au centre de la goutte à chaque mesure ou alors par rapport au bas de la goutte. C'est évidemment plus précis de cliquer à chaque fois sur le bas de la goutte parce que c'est plus remarquable que le centre. Néanmoins pour cette étude, je vais faire le centre de la goutte pour vous montrer ensuite l'outil de repérage automatique de Tracker. Donc pour ces premières images, il est impossible de repérer automatiquement, je vais donc le faire manuellement. Donc c'est simple, de la même manière que pour l'outil de calibration, je clique sur la touche Shift et je clique. Une fois que j'ai cliqué, le logiciel passe directement à l'incrément suivant. Et si je lâche la touche Shift, je vois l'incrément que je viens de déposer. Pour revenir à l'incrément juste avant, je clique sur cette flèche. Et donc, il me remet sur, non pas l'image d'avant, puisqu'ici j'ai choisi un incrément de 3. Donc il me revient 3 images en arrière. Donc je continue mon pointage de la position. Donc je vois la goutte qui se déplace. Et donc je fais ça continuellement. Donc je le fais de manière assez grossière, mais vous pouvez le faire de manière plus précise. Donc là par exemple, je ne vois plus trop la goutte, mais je sais qu'elle est dans ces eaux-là. Ici, elle est plus proche de la paroi. Là par exemple, je ne sais pas trop, je l'ai un peu perdu de vue, donc je vais avancer les images et je vois qu'elle part dans cette direction-là. Donc en fait, ce que je vois ici, c'est la goutte. On continue le pointage. Donc au début le mouvement est relativement lent, donc les points vont être assez peu espacés. Dans la première phase du mouvement, on a une accélération et donc les points vont s'espacer de plus en plus. Donc le repérage automatique de la position est nécessaire pour cette première phase du mouvement, en tout cas dans notre cas, puisque vous voyez par exemple le brouillard nous a gênés et la surface de l'azote est encore assez instable et donc ça va créer des petits artefacts lumineux au niveau de la lampe torche qui a été utilisée pour éclairer notre système. Tout le protocole permettant d'améliorer cet environnement de mesure a été mentionné dans le protocole à l'écrit, je vous invite à le lire, notamment par exemple l'utilisation d'un bécher opaque pour éviter tous ces petits artefacts de reflets et qui permettrait une lumière diffuse. Là par exemple on a un fond qui n'est pas net et donc tous ces éléments là vont permettre de repérer avec une plus grande précision la position de notre goutte. Donc je vais encore effectuer quelques mesures, je vais passer à la suite et je vous reprends juste après. Donc voilà, je vous reprends. Ici j'ai pointé donc 73 fois la position de la goutte, une fois toutes les 3 images. On est donc au bout de 7 secondes de vidéo et donc je vais vous présenter l'outil de repérage automatique de la position des gouttes. Comme vous le voyez, j'ai encore un long moment avant d'arriver à la fin de mon mouvement, donc le faire manuellement c'est relativement long. Au fur et à mesure que vous créez les points, vous avez sur votre droite un graphique qui se dessine. Pour l'instant, on n'en prête pas attention, mais je vais vous expliquer comment l'utiliser sur la fin. Et ici en bas à droite, les valeurs. Pour l'outil de repérage automatique, donc je clique sur cette petite icône en haut à gauche et je vais donc avoir cette fenêtre qui va apparaître. Globalement, l'entièreté du logiciel est expliquée dès lors que l'on positionne la souris au-dessus des différentes parties mentionnées. Donc par exemple, à chaque fois, on a ici une petite description en dessous en marron qui nous explique à quoi correspondent les différentes choses. Pour notre part, ici, je vais directement aller dans le vif du sujet. Pour créer une zone de repérage automatique de la goutte, on va effectuer ici ce qui est indiqué, Shift plus CTRL plus clic. Donc je fais Shift, j'ai le petit carré qui apparaît. Si je clique, je passe à l'incrément suivant. Je n'ai pas utilisé l'outil de repérage automatique. Si je fais, donc je vais le refaire. Si je fais Shift, CTRL et clic, j'ai un petit cercle qui apparaît. Cela signifie que vous allez utiliser le repérage automatique. Donc je clique. Et donc là, on a une forme qui apparaît. Avec ici en haut à droite un petit gabarit et une concordance. Je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Donc au niveau, en zoomant sur ma zone de repérage automatique, j'ai un cadre en pointillé, un cercle et une croix. Ici la croix va déterminer la zone
où votre logiciel va pointer automatiquement la position. Si par exemple vous modifiez cette croix et que vous la mettez sur le haut de la goutte, il va donc chercher une correspondance ailleurs et il va relever la position, il va la fixer sur ce point. Dans notre cas, je veux que la position soit repérée au centre de la goutte et donc le cercle ici en trait plein autour va déterminer la zone à repérer. Ici, j'ai une zone au milieu. Vous voyez très bien que malheureusement, avec mon traitement de vidéo, eh bien, la saturation a été beaucoup trop modifiée, ce qui fait que certains pixels sont devenus gris malgré que la goutte soit verte. Si on avait par exemple augmenté la concentration du colorant, on n'aurait pas eu ce problème. Donc ici, le centre de la goutte n'est pas vraiment identifiable par rapport aux autres pixels que vous voyez autour dans la vidéo. Donc c'est ça qui va vraiment être important et qui va rentrer en compte. Si on avait augmenté le nombre de pixels, par exemple si on avait filmé en 4K, eh bien on n'aurait pas eu de pixels ici, on aurait eu une zone beaucoup plus définie, mais le traitement de la vidéo aurait été lui aussi plus long. Donc je peux modifier cette zone de repérage automatique. Moi par exemple, ce qu'il faut repérer c'est la goutte et qui est largement différent du milieu extérieur. Je peux soit décider de déplacer donc cette zone de repérage, je peux par exemple la positionner sur le bas de la goutte et il va donc chercher le bas de la goutte à chaque image. Pour ma part, et ce que je vous conseille de faire, c'est de modifier la taille de cette zone de repérage pour la faire concorder à la taille de votre goutte. Vous pouvez même dépasser légèrement pour sélectionner quelques pixels extérieurs pour que le logiciel comprenne bien quelle est la zone à repérer. Le logiciel utilise une technique de différence de couleur des pixels pour repérer votre vidéo. Tout cela est expliqué lorsque vous survolez avec votre souris le taux d'évolution ou encore le repérage automatique. Donc là, je suis encore dans mes paramétrages. On a la zone encadrée ici, ça va être la zone de recherche de la goutte. En l'occurrence, vous pouvez augmenter pour une vitesse élevée cette zone par rapport à la position qu'aura la goutte dans la prochaine image. Désormais, j'ai défini ma zone de repérage. Je vais donc ici modifier les paramètres présents. Donc ici, on voit bien le gabarit qui correspond à la goutte. Et ici, la concordance, donc évidemment, là, pour l'instant, elle est de 100% puisque c'est moi qui l'ai déterminé. Le taux d'évolution est un réglage qui permet d'anticiper, comme l'indique, l'évolution de votre zone de repérage. Donc, en l'occurrence, la goutte. Un taux d'évolution de 20% signifie que, en fonction de l'image qu'il vient de repérer et l'image qu'il va repérer ensuite, il va donc faire une moyenne des deux en prenant 20% de l'image précédente. Donc ce modèle-là permet d'affiner au fil de quelques images, nous le verrons plus tard, le gabarit à suivre. Donc ça permet d'avoir une meilleure méthode de précision. Si vous faites un taux d'évolution de 100%, il ne va plus prendre en compte les images précédentes et vous pouvez vous retrouver très rapidement avec de gros artefacts et de grosses erreurs. Pour le repérage automatique, donc là c'est une méthode qui est propre au logiciel. Le repérage automatique détermine la valeur minimale suite à l'opération de différence de couleur des pixels. Donc il s'agit d'une racine quadratique. Tout cela est expliqué sur la page du logiciel sur internet. L'essentiel est de comprendre globalement qu'un repérage automatique de 4 est une valeur plus que suffisante, satisfaisante pour laisser le logiciel chercher lui-même la goutte. Personnellement, nous verrons plus tard qu'il est possible d'utiliser des valeurs moindres. Donc plus vous diminuez la valeur, plus la concordance entre chaque image sera moins stricte que si vous augmentez la valeur. Par exemple, si vous faites une valeur de 8, vous devez avoir une goutte qui n'a quasiment pas changé entre l'image que vous avez là et celle que vous aurez après. Donc nous, pour l'instant, on va rester à un repérage automatique de 4. Vous pouvez très bien laisser les paramètres de base. Si votre expérience et votre acquisition ne fonctionnent pas avec les paramètres de base, c'est qu'il y a déjà un problème dans la qualité de l'image. Donc une fois que tous les paramètres ont été effectués, vous cliquez sur le bouton chercher et il va commencer tout seul à positionner et à pointer lui-même la position de la goutte. Donc on va cliquer et très rapidement on va avoir un problème, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, donc là il a fait 2 images tout seul et il s'arrête automatiquement et ici me propose une zone de repérage. En fait, il indique que la valeur de concordance est inférieure à 4, elle est à 2,6. Il me propose malgré tout une concordance potentielle qu'il a repérée par rapport à la forme de mon gabarit.
Vous pouvez choisir d'accepter ou de retravailler la zone. Je vous laisse étudier cet aspect-là. Moi, pour ma part, cela me convient, donc j'accepte et je passe à la suite. Là, typiquement, on se situe dans un endroit où le gabarit de mon image n'est pas suffisamment précis pour que le logiciel reconnaisse la goutte. On a donc une erreur qui s'est créée. Il a repéré la paroi du bécher au lieu de repérer la goutte, puisque vous voyez, celle-ci est devenue complètement verte, alors que notre gabarit a principalement des couleurs grises. Donc c'est là aussi, au niveau du traitement de la saturation, que vous allez devoir faire des ajustements, voir par vous-même ce qui correspond le mieux pour le logiciel. Je l'ai déjà mentionné, le principal est d'avoir un colorant suffisamment concentré pour ne pas avoir ce problème et ne pas avoir à modifier la saturation de l'image. Quand on obtient ce genre de problème, il revient soit de redéfinir une nouvelle zone de concordance en faisant un CTRL-SHIFT-clic, ou alors de soi-même pointer pour cette position-là. Donc ici je décide de pointer, il recherche encore pour l'image d'après, il me repropose un modèle avec une valeur de concordance qui est relativement faible. En dessous de 2, il faut savoir qu'il faut vraiment faire attention. Donc ici mon modèle n'est plus valide et en fait dans nos vidéos, la vitesse étant trop élevée et les paramètres beaucoup trop influents, c'est-à-dire qu'on va avoir des reflets de la lumière sur la goutte, je vais avancer dans la vidéo jusqu'à ce que la méthode de repérage automatique soit un peu plus efficace. Mais vous pouvez normalement le faire dès le début en suivant le protocole qui a été proposé à l'écrit. Dans le cas où je veux quand même essayer de proposer un nouveau gabarit à repérer, je clique sur le bouton arrêter et je reclique à nouveau sur CTRL-SHIFT-clic et je refais la manœuvre initiale et ça va venir ajouter à la base de données des images que vous lui avez fournies afin d'augmenter la précision de l'évolution de votre goutte. Ici je réajuste légèrement la zone de mon cercle et je reclique à nouveau sur chercher et je le laisse faire. Donc là directement vous voyez la vidéo n'est pas suffisamment satisfaisante, on a beaucoup trop d'artefacts au niveau des reflets lumineux pour, du moins dans cette phase de la vitesse, essayer de tenter un repérage automatique. Désormais, j'ai modifié la vidéo qu'on avait utilisée et je vais vous montrer comment utiliser l'outil de repérage automatique quand l'acquisition de votre vidéo le permet. Donc ici, j'ai toujours ma goutte, je vais faire disparaître l'outil de calibration qui risque de me gêner. Donc je vais ici cliquer sur le bouton de repérage automatique, je vais sélectionner ma goutte, donc en zoomant CTRL-SHIFT, et je vais venir sélectionner la zone du gabarit à repérer. Donc voilà, je la fais à peu près de cette taille-là, pour qu'il repère la position de la goutte et qu'il voit bien le bord avec le fond du bécher. Donc désormais, je laisse les paramètres de base qui peuvent suffire et j'appuie sur le bouton chercher. Donc là vous voyez le mouvement est relativement lent, le logiciel utilise une méthode de prédilection du mouvement afin d'anticiper la prochaine position à relever. Lorsque la goutte se situe dans la phase de décélération et même dans la phase de vitesse constante, il est donc plus facile pour vous de pouvoir relever la position de la goutte en fonction de la qualité de votre vidéo. Ici, on voit défiler les valeurs de concordance. On a souvent des valeurs qui sont supérieures à 8. Lorsqu'on arrive dans des coins avec un éclairage différent, on a des valeurs autour de 5. Donc là, on est dans une zone à peu près d'ombre de notre bécher. Vous voyez que l'éclairage n'est pas uniforme, qu'il y a la présence de plusieurs cristaux. Et donc tout ça sont des paramètres qui vont venir perturber l'acquisition. Donc ici, on voit bien que la valeur de concordance 3,3 est suffisante pour le repérage de la goutte. Ici, vous voyez que le gabarit a été affiné en fonction des différentes images qui ont été acquises. On n'a plus autant de pixels que sur la goutte et je vais vous montrer comment il évolue. Donc vous pouvez soit choisir d'accepter la concordance à chaque fois, mais vous voyez que finalement le logiciel ne se trompe pas pour une valeur de concordance qui reste au-dessus de 3. Vous pouvez donc
diminuer la valeur du repérage automatique pour éviter justement d'intervenir à chaque fois que la valeur de concordance descend en dessous de 3, puisque de toute façon le logiciel se débrouille très bien. Donc maintenant on voit l'évolution du gabarit en fonction de la concordance de la vidéo. Vous voyez ici pour chaque image l'évolution de la zone qui est repérée par le logiciel, et ici sur la gauche l'évolution de notre gabarit à un taux de 20%, et donc vous voyez que le modèle s'affine et additionne les images précédentes, et en fonction des images qui sont relevées évolue. Et donc ce modèle là, cette fonctionnalité là permet de repérer automatiquement la position de la goutte en fonction du temps. Désormais, vous avez repéré absolument tous les points de la vidéo, vous avez absolument toutes vos mesures. Donc vous voyez sur la droite le graphique ici de la position en fonction de certains axes qui ont été placés, j'imagine par défaut au milieu. Voilà, à peu près au milieu. Si vous modifiez les axes, par exemple, que vous les mettez ici, vous allez avoir une position évidemment de X qui va changer. Ici, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut, c'est la vitesse en fonction du temps. Pour cela, vous allez cliquer pour faire apparaître la vitesse, cliquez sur la valeur ici et choisir module de la vitesse. Vous avez donc vous pouvez élargir la fenêtre. Vous avez donc ici une première visualisation de votre expérience où on voit une augmentation ici de la vitesse, une décélération linéaire et ensuite une phase constante. Néanmoins, nous, on va utiliser un autre logiciel pour faire le traitement des données, la mise en valeur et la création de graphiques. Pour ce faire, on va ici regarder nos données, donc on a Y et X en fonction du temps, c'est pas ce qui nous intéresse, donc on clique ici sur tableau de données et on va venir sélectionner les données que l'on veut mesurer, donc ici le module de la vitesse. On se retrouve donc avec le module de la vitesse en fonction du temps. On vérifie bien que le temps à l'origine est égal à 0. Si c'est pas le cas, vous devez vérifier que votre image de départ correspond bien au premier point que vous avez placé sur la vidéo. Pour ensuite exporter vos données sur Excel, rien de plus simple. Vous faites copier-coller de toutes ces données-là. Donc pour cela, vous faites CTRL A pour sélectionner toutes les données, CTRL C pour les copier et on se retrouve tout de suite sur Excel.